This is Algeria. يصعب للشعب باش يبدا ثورة ويصعب له بزاف باش يوصلها. La France doit-elle rester en Algérie? Pourtant, la guerre d'Algérie vient de commencer. Important des mouvements vers le noir. D'une nouvelle révolte des Chaouia. Les Aurès, une région de tout temps contaminable par les idées révolutionnaires. En 1956, ils étaient près de 20 000, bien entraînés. On les appelait les Moudjahidines. مجاهدين مناضلين حملوا المشعل نتاع الثورة والمشعل نتاع الحرية. This is Algeria. The peace has just begun. Peace and independence. Fashhadou, histoire et mémoire. Fashhadou, le best-of. Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Rachida Mansaf, Fatima Sabri, bonjour. Alors en ce samedi de fin d'année, nous ne dérogerons pas à la règle et avions à cœur de partager avec vous quelques moments forts des émissions passées du mois de novembre. On retrouvera donc quelques acteurs vivants de notre guerre de libération nationale, tels que M. Azdin Bounmer, M. Mohamed Rsri Ben Chaba, Madame Ouiza Zamoum et M. Ibrahim Halimi. Un de vos billets, parmi d'autres, très cher Rachida Mansaf, a été choisi par Fatima Sabri, qui n'est plus à présenter, et c'est celui qui est passé le samedi 1er novembre 2014. Le billet de Rachida Mansaf. Vous l'aurez lu, vous l'aurez entendu marteler ces jours-ci, et tout au long de la nuit dernière, veille du 1er novembre 2014, en mémoire du 1er novembre 1954. C'est une poignée d'hommes, 6 d'abord, 9, puis 21, qui ont pris sur eux de décider de l'insurrection générale qui allait arracher l'indépendance de l'Algérie à l'une des plus grandes puissances coloniales installées par le glaive et par le sang depuis 124 ans. Selon les propres mots des 6, ils ont décidé cet octobre 1954 d'allumer la mèche. Ils étaient donc sûrs que la poudrière était là, attendant l'étincelle. Cette poudrière, c'était la somme de crimes, de vols, de spoliations, d'humiliations qui faisaient d'un peuple autochtone des indigènes, des sous-hommes, des bicots, des ratons, au mieux des Mohammed et des Fatma, réduits à travailler pour Siedhum, venus de l'autre côté de la mer, pleins de morgue et de mépris. Cette poudrière, c'était la somme de résistances répétées pendant 124 ans, de la réunion de Tamenfoust, des tribus Flissa en 1830, du Bey Ahmed de Constantine, des luttes chevaleresques et messianiques de l'émir Abdelkader, adoubé à 24 ans comme envoyé de Dieu, d'El Mokrani, du Cheikh Haddad, aux jacqueries, aux émeutes de la faim, au soulèvement de Marguerite en 1900, à l'insurrection du Sud constantinois de 1916-1917, à l'apparition des premiers mouvements politiques modernes, divers et variés. Nous eûmes les jeunes Algériens avec l'émir Khaled, l'étoile nord-africaine, la fédération des élus, le PCA, les Ulama, le PPA, l'UDMA et le MTLD. Jamais les Français installés en maître absolu en Algérie ne furent rassurés. Leur îlot minoritaire se sentait au milieu d'une mer arabe, trop souvent houleuse à leur guise. Eux-mêmes, forçats de la faim, révolutionnaires déportés, ou paysans sans terre, citoyens de seconde zone dans leur mère patrie, la France, se transformèrent en oppresseurs cruels, construisant leur paradis sur les terres algériennes qu'ils nous volaient, et prêts à tous les crimes pour conserver leur Éden. Ils nous enlevèrent jusqu'à notre nom, et ce furent eux, les Algériens, nous, les musulmans. La peur de l'indigène, de l'arabe, du kabyle, du chaoui, traître, vicieux,
Le couteau entre les dents les habita sans cesse et les rendit sourds et aveugles aux souffrances qu'ils infligeaient, aux appels à soulager la condition de nos ancêtres. Ils furent durs, injustes, cruels, mais surtout sourds et aveugles. Et leur propre gouvernement était suspect à leurs yeux dès qu'ils en appelaient à assouplir le système outrageusement injuste de la colonisation. Ils ne voulaient rien entendre et rien voir, si bien que des toiles nord-africaines, nées en 1927 en France, grosses des régiments de travailleurs émigrés, faisant leur classe au sein des luttes syndicales et politiques les plus avancées du XXe siècle, au lendemain de la Révolution d'octobre, et qui fut la seule à réclamer l'indépendance, se retrouva à l'aube des années 50, la direction incontestée du peuple algérien à travers le PPA-MTLD Msali Hadj. Et les propositions de la France qui la veille encore auraient été accueillies avec enthousiasme par les Algériens musulmans en quête d'égalité, fut-elle celle du strapontin, arrivèrent trop tard. Farhat Abbas, le démocrate bourgeois, l'homme du compromis, n'aurait-il pas dit « c'est l'heure des mitrailleuses ». L'indépendance était devenue le seul horizon possible. Oh, ce ne fut pas simple, et les militants aguerris de tous bords s'étaient unis, séparés, réunis, quelquefois pour mieux se déchirer encore, et c'est de la dernière, de l'ultime fracture, celle qui opposa les centralistes et les messalistes, que naîtra le FLN, le Front de Libération Nationale, et ceux qui allumèrent la mèche avaient à peine 30 ans. Ils firent leur devoir, il y a 60 ans. Le nôtre, pour cet anniversaire, est de faire vivre la mémoire et l'histoire. Le nôtre, pour celles et ceux qui se sont sacrifiés, c'est le serment La tansaw shuhada. Le nôtre, pour celles et ceux qui ont survécu, c'est le serment Fashhadou. Et le tien, jeune Algérienne, jeune Algérien d'aujourd'hui. Fashhadou, histoire et mémoire, le best-of. Ce même samedi 1er novembre, nous étions allés à la rencontre de M. Halimi, qui, en ce premier jour du déclenchement de la lutte de libération nationale, assurait la liaison en autocar de Biskra à Betna. M. Halimi témoigne. حوار La veille du 1er novembre, un dimanche soir, بي قال لي ها شوف غدوة اثنين ما يروحش حبادة الشوفير هذا اسمه حبادة كباش حمد قال لي tu vas le remplacer تسدي الكار وراك تروف لو برومي باراج à tel endroit deuxième barrage à tel endroit راك تحبس يا aucun risque pour toi صباح 5 heures du matin جيت رايح لي فواياجور خلطنا مشونش il y avait le قايد مشونش هذا un ancien officier de l'armée française, c'était un capitaine. طلع قال الكونفوير شوف لي بلاصة أحداث إبراهيم. طلع هذايا حنا نمشو بكري الطريق صعيبة ياسر سيتي اون بيست. جو مي سوفيان il avait une serviette هكا كبيرة. هذاك الوقت أنا ما شفتش الريفولفير الحق، il avait des papiers وكلشي والحلاوات يحل ويعطيني حلاوات فليو والله جو مي سوفيان سيتي de la monte. Arrivé le premier barrage ما كان والو. ميم جي كلاكسوني هنا باش يخرجوا ما خرجوش علاه لي برومي باراج هذا البرومي باراج سي تروفي ا 25 كيلومتر دو بيسكرا المجاهدين كي زون في لي زاتونتا ا بيسكرا باسكو حرقوا لاغار وحرقوا لو جيا داكس جيا سونات غاز والكوميساريا كانوا متفاهمين مع بابا كيديروا يلوحوا القنابل ويحرقوا من ثم يروحوا يديروا الباراج هذه اللي شي انا سكو جو في فو دير في لانديبوندونس او مسال حي سي الطيب الله يرحمه قلت له علاه ما جيتوش للبرج قال لي عينا وخفنا الحاج قال لي كي درنا عينا الماتان قال لي احنا ماناش موافقين
قال لي هربنا حكمنا شتمة جبل تاع واحد شتمة قول لي 8 كيلومتر. قال لي ورقدنا ثم ما نجمناش نمشيو نديرو هذه يحكي لي ومازال حي هذا الانسان. روحي البرومي باراج دوزيام باراج جو فوي كالكان كي فيزي سيني هكا محسوب الاوتوكار يطاريفي ولقيت لابيير الحجار سادين الطريق فرينيت انا حبست. الفواياجور كان بوندي اسي ديبو ان دي فواياجور كي تي ديبو قال والله كوم جو مو سوفيان تري مام الفلاقه تاع تونس انتقلوا قال له الفلاقه تاع تونس ما يجوش هنا. قال له ها هم وينهم يديروا له هكا ها هم وينهم كانوا اون بود لا شوف. جا محضر حضرت انا معاه يا بشير هاني بشير كوم سوتيان قايد انسيان كابيتان دو لارمي فرونسيز هضر افيك اوتوريتي. قال لهم منهم نتوما واش جايين منين والله انتقلوا شحال الله انا ما قال له لي كيسيون هذوما واش راك تعيط. قال له روح مالا جيب قشك. كي عاود رجع حل سيرفيات جبد ريفولفير يدير كو بيرسون نو لو سي سوف لي فواياجور تاع مشنش يكذب عليك يقول لك لي صافي. داروا حبسوا بور دوني اون بوبليسيتي باللي هاي لا ريفولسيون بدات. والقايد شوفي كلش بلجن. القايد كون سكت ما قالش راني جو سوي لو كابيتان الصادوق قايد يدور مشانش ولا ما يديرولوش هو اوتر شوز انفان ربي هذه كون ما جبدش ريفولفير كان يقولوا له معنا كوم اللي تانتيليجون هو يهضر فرونسي ونعرب ربما هو اللي كان يصبح شاف دي طماجور ولا قلت لك يجبد ريفولفير لا بورتيير اللي توفر تاع لوطوكار اي وجندي من هنا يعطيه بدو بال موسكوتو زوج والله بشوف العين. خرجوا من هنا يزون لي سي ان كراتير لي بال خرجوا واحدة منها كي طاح لي فواياجور نص إلا كونتيني شومان سور أريس ونص إلي ريتورني سور بتي فرفال. منهم مون بتي فرير كي يتي ريسوفير مصطفى طاح. لانستيتيتير افيك سا فام يزيتي ديريير موا كي سمعوا البارود دوفون وقفوا راحوا لاريير ديال لوطوكار شافهم مجاهد. هذا المجاهد شافهم ستانون دي انهم دو شينوا ميليتير دو شينوا يهدر نهضر شويه خير منه انا الفرنسي. كومون دي فرنسي سينيغالي ديسوندي قلت قربت منها انا هو بابا ما انكوراجي قال لي ما تخاف. قلت له بالعقل ما تعيط عليهم. حد قلت لهم ديسوندي ورحنا يهضروا مع شي هاني جيست مومون هما يهضروا معاش يرحل برافار ثاني سور لو دو لانستيتيتور طاح عمر باش يزيد يكمل مدام مونيرو. قال له شي هاني في لو جاست باسكو هو يهضر مع الانستيتيو هكا والجندي هذاك ضربوا له دو طاح. il a fait le geste هكا il a évité le pour l'empêcher de tirer encore. قاس هذاك طاحوا سكو في دير لي تروا جيتي بارتي. هزيتو انا والكونفوير حطيناه في الكولوار. الكولوار يافي بلي اوكان فواياجور هربوا. مشيت انا واحد يقول لي 500 متر ولا 1 كيلومتر بلي هزيت لي فواياجور اللي رايحين لاريس دينا عاق كومون ديريج ضربوها 10 جير. قلت لك صحيح بدا يفرغ في الدم. اميدي هبطناه اميدي درني سوبر تاعو في لوبيتال. يافي ان نومي بالازرق ثم تنت الله يرحمه هو كي لا ديزابيي وكل شيء. هضرت عيطني لادمينستراتور. اي لي انستيتيوتور باردون قعدوا تم قاعدين ثم هبط دو سباي هبطوني لادمينستراتور هذا. مي انا كي رحت له في فوتاي والله جو مسوفيان جيد فروي نديري 1 لتر. قعد كومون سا سي باسي قلت له لي بوندي واش راح تقولي له هذاك الوقت. خليته يهدر هذا. هو خبر باتنا كوم يسوبري في خاب لا بريفكتير ا 6 دي ماتان ايزون انفوي كيلك كاميون ميليتير هزو ايزون تروفي مونيرو ميت كوم مونيرو اللي تي سكوليتيك ضعيف ياس ومرته صحيحه جو مسوفيان تري بيان. هي ما فرغتش من الدم داوها باتت
باتنا اللوندومان سير قسطنطين ومن بعد داهم لفرنسا. هذا ملي مونيرو سي باسي كوم سا. ومن بعد انا قعدت اون سيمان يمون ريكيزيسيوني. هذاك الوقت لالمانيا نا با بوكو دو فيكول. حاكمون الكار ساعات روحوا تيفل ساعات. ومن بعد عند سيجوريا خليت لهم الكار وكل شيء وهربت. روحت على باتنا. ما عليناش روحت على باتنا. إيزون سي كو شوية بيسكرا. والله راني نزيد نحلف لك بربي يجي عام هما بريسك ما نقولش تو لي سوار مي ديرنيير دو فوا بار سومان. هذه الجدرمية هذه الشرطية هذه لا بي جي هذه ما كان ساعة الكفوف طلعوني 3 فوا كومون ديريج باتنا تريبينال. Et en 1955, mois d'octobre, convoqué Hlimi Ibrahim avec son frère au tribunal militaire de Constantine. نهضر مع الكولونيل كي بريزيدون لو بروكيرور جينيرال سيتي ان كوموندون. وقبل ما نروح حكموا 2 مجاهدين كي يتيدون لكو. بابا قال لي اسمع اما حكموا 2 رد بالك تقول نعرفهم. روح والله الا كي قربت يا هذوك المجاهدين كي شافوني يبسوا يقول لك درك يقرا عليا. بداني بلي كيسيون لو كولونيل انفان لو بريزيدون قال لي vous les connaissez? قلت له non. Comment قال لي vous les connaissez? قلت له je les connais pas, ils sont tous venus avec des passes mentales. والله غير حبس لا سيونس وقال لي قريفي روح الغازال نجيب دي باس مونتال. pendant presque 20 minutes جا القريبي لبسوا لي باس مونتال. قال لي قلت له مسيو البريزيدون قلت له قول للبريزيدون كومون on reconnaît ce type là. ضرب مي يقول لي vous êtes comprise, vous êtes dans le coup. قلت له non, je suis jeune, j'ai 18 ans et quelques mois. قلت له je suis pas. Mais comment يقول لي vous conduisez un autocar que c'est strictement interdit et vous conduisez sans permis. ما عنديش permis هذاك الوقت ترونسبور كومون. هذه هي اللي دوختها. On a continué à travailler. نروح انا ندو الرابي تايمر تما ساعات يحكموني في الطريق يمرمدوا يضربوا ما يلقاو. اي ولا ريفولوسيون ياسر اللي تمرمدوا عليها ولا. فاشهدوا Histoire et Mémoire, le best-of. Il n'est un secret pour personne que la proclamation du 1er novembre 1954 a été renéotypée à Iri-Moula, sous les soins du défunt Moudjahed Ali Zamoum. Mais quels en sont les détails? Madame Huiza Zamoum, affectueusement appelée Nana, nous raconte. Nous sommes dans la maison de Nana Huiza, Madame Huiza Zamoum, épouse de Ali Zamoum, qui nous a quittés malheureusement il y a 10 ans maintenant. C'était en 2004. Et Madame Huiza Zamoum, tout le monde vous appelle Nana. Donc c'est Nana. Merci de nous recevoir chez vous. Et on vient de voir la Ronéo ainsi que la machine qui a servi à taper le stencil. En 54, cela faisait 2 ans que vous étiez mariée à Ali Zamoum. Vous étiez encore toute jeune, vous aviez 15 ans. 15 même pas 15 ans. بصح في هذاك الوقت تقول له دوك البنات نتاع الدروق تزوجوا يخلعوا. مي هذاك الوقت سي نورمال. هو كان عنده 19 سنه. مي كي وساو لي تراكت هذاك نتاع لا ديكلاراسيون وساوه هنا التيراج داروها في الدار يدير ربح وين كانت لاستال. التيراج هذاك تحت داروا الدراري وسيو طنبوله انا ربحت انا خسرت انا يزقيو باش اللي كان كونتر فورا ما يسمعوش ما يفيقوش. داروا كلش بتخبيه. وانت كنتي على بالك واش كانوا يديروا هذيك الليله ولا ما على باليش. ما قالوا حتى الواحد بيناتهم حد ما يقول لحد. بعد واحد الدار عيشاوي سقسا يما هي اللي كان هنا محمد عيشاوي قالت له يما هذاك عيشاوي الجورناليست وي خيروه هو اللي يطفيها يوسي كلش. جابوه ما خلاوهش يوغل للدار وما قالولوش واش يعمل.
راحوا ليماه قالوا له بلي محمد قال لك نطول ما نجيش اليوم. بعثوه تيزي وزو، من تم راح زعمهم تلاقاو معاه في تيزي وزو، ما قالالوش واش يخدم. جابوه خاطرش خايفين وكانت تنفضح يبطل كلش. جابوه من تم حتى يتعبد المؤمن، خلاوه تما حتى طاح الليل. في الليل كي جابوه للدشرة داروا له البارنوس وغمضوه عينيه باش ما يشوفش وين يدخل ولا وين يخرج. Pour des raisons sécuritaires, bien sûr. داروا كلش بتخبيه، ما علموناش. كيفاش عرفتي بلي كاين حاجه؟ كاين الناس اللي يجيو لي للدار، يجي سي محطوين ما يتزمن زار، سي سيد والموهوب علي ملاح ما يخرجوش منا. كي يكون زعمهم هنا يجوا، ما يكون زعمهم هنا يجوا دايما يجوا يروحوا. الكريم في القسم، الكريم في القسم جامي شفتو يجي لهنا يبات لهنا ياكل لهنا، مي جامي يبين روحو للناس، يخافوا على روحهم. كي وساو لي تراكت هذا كنت على لا ديكلاراسيون داوهم الكريم في القسم، هو اللي داوهم. كاين اللي يقولوا دروك داهم الفلان داهم فلان دا، ما كريم بالقسم قعد فيها عبد المؤمن استنى حتى كملوهم. كي كان يكتب عيشاوي استنسلني هذاك صب يوث الافراز ما تكملتش فيها ينيرون. قالوا له علي كان معاه، قالوا كان ينيرون هنا نكوريجيه زعما. قالوا ما تمسش بالك تمس، راح حتى يتعبد المؤمن الكريم في القسم هو اللي كوريجاه. قالوا بصح فيها ينيرون غلطنا في هذاك الافراز ما تكملتش. قال لي واه الكريم في القسم باش قلنا زعموا هنا الدشره كمل عيشاوي خدمتهم. ومن بعد كي داهم واسمو هذا قالها لي زعموا. من بعد كي داهم الكريم داهم واحد القهوه في قالوس لاكارومار. قال لي زعموا هنا في لاكارومار كي خرج من الحبس داني حتى لتما. قال لي هنا هذيك القهوه هذيك اللي خلقت تيدوكلا الجزائر. C'est à partir de là-bas qu'il venait récupérer pour dispatcher cette proclamation du 1er novembre. واحد النهار قال لي زعموم الله يرحمه، قال لي رايحين نحكي لك كيفاش. قال لي كي دخلت فرنسا جامي الجزائريين سكتوا، كل مره الامير عبد القادر بن حداد المقراني بوعمامه قال لي الاخرانيه فرمان سومار. قال لي بصح كي ما وساوش هكذا تيدوكلا ما جابوا والو، غير تيدوكلا اللي تخرج كلش من المحنه. Et donc le 1er novembre arrive à minuit. Effectivement, les moudjahidines, ce qui était programmé a été fait. Et quand, évidemment, la riposte française ne s'est pas fait attendre. Comment que ça s'est passé pour cette fameuse Ronéo et cette machine à taper? Qu'est-ce que, juste après le 1er novembre, où est-ce qu'elles étaient? Est-ce qu'elles sont restées dans là où elles étaient, ou est-ce qu'elles ont été cachées? ما قعدش هنا والو، ما قعدش هنا لي تراكتني لي ماشين اللي كل شراح خاطرش Et les militaires sont arrivés à Iri-Limoula combien de temps après? سمانة ومن بعد جاو سمانة باش فاقوا باللي سمانة جاو الجيش لي فامي اللي راحوا. انا كي جاو نضحك بصح معليش. فسمانة ومن بعد خدمنا الخفاف، وسينا القفه نتاع الخفاف جبتها. كان واحد هنا جارنا هو اللي يديهم واسمو، جزت عليه مدتها له هذاك القفه نتاع يقولوا له بلايد قاسم، ماشي بعيد هنا برك جارنا. مدت له هذيك القفاف نتاع الخفاف. كي وصلت دخلت للدار صبت الجدرميه في الدار، ما عرفت ما والو. كي دخلت خلعت لقيت الجدرميه في الدار معاهم شامبيط. قال لي ما تخافيش. قلت وكون ما نخافش وكون تحبر ما نخافش ما تجيب لهمش. كي جبت لهم ما تقولوليش كوراج. خلاص. ومن بعد كتبوا
كتبوا ما نعرف واش كتبوا وكل مي جاو كملوا الكتيبه قالوا لنا تسنيو قلت ما نسنيش قال لي تسنيو بالسيف ما نعرف واش كتبوا ولا عباو كلشي على ظهورنا ولا ما حكمنيه من جا ضربني من الشحرين ضربني بالركل طحت في يدي نتاع الشيخ اللي يقول سنيت كي راحوا على هذاك نضحك على روحي هذه كي راحوا جزامو قال لي كيفاش جوزتو كيفاش داوكم قلت سني ما بغيتش كي ضربني شامبيط سنيت قال لي انت خداعه انت خبيثه كيفاش قالوا لك سني كي ضربوك مديت لهم المود باس دروك قال لي دروك ما نملكش ولا زعاف قال لي ما نملكش انا تقدري تبيعيني كي ضربوك تقول لهم ها وين تخبى ما عاش نجي وين كنتي يا الخداعه يا الخبيثه زعف قلت معليش بصح من بعد من هذاك النهار كيقولوا لي جاو العسكر نهرب هكذا قال لي زعمو قال لي كي نصيبك في الدار انا مانيش فرحان وكان نصيب الدوك الحبس وكان نصيب قتلك شديتي في الكلمه فحكايتها قيت وراي بس وسند نكون تسند يجي عندنا كي يروح كي يجيب معاه هذوك كما كاين في القسم كيف الاخرين يجيبهم لهنا واحد النهار ما من الماكله ما ناكلوش حتى يروح الليل حتى يجي ما جاب حتى واحد خاطرش ما قليل واش ناكله واش نخليوه اللي يجوا واحد النهار جا طبشت انعرقت الدنيا جاو مشمخين قال لي روح جيب لهم شويه الماكله نروح جبد لهم هذاك شويه الماكله ماشي بزاف باش بصح نحيو بارك العز الجوع قال لي شوفي كيفاش تنشفيهم الحوايج تاعهم ربطت الخيط منا ومنا شعلت النار ينشفوا قال لي بصح دارنا راهي في الطريق قال لي خفت احنا نهضروا نزقيو اللي يجي يسمعنا يقدروا يبيعونا قال لي روحي تقعدي انت قدام الباب الا نزقي بزاف ارواحي يقول لينا الا شفتي كاش واحد عقب حبس تما ارواحي قالوا لنا قلت هما يهضروا حتى راح الليل داهم نعاس انساني قال لي عاسي هذا كل يسمع هذا يضحك قال لي عاسي ومن بعد كي نكملوا نعيط لك قعد حتى سمعت خلاص الهضره وليت رحت رقدت وين ترقد جده هو جابهم للبيت تاعنا رحت وين ترقد جده رقدت كي نوض الصباح شافني فكر قال لي كيفاش عملتي البارح قلت واش عملت كي ما سمعت لكمش رحت رقدت قال لي سمحي لي والله غير نسيتك خلاص عييت داني نعس نسيتك نتغيل أيام الفراق. Fashhadou, Histoire et Mémoire, le best-of. Une fois la proclamation du 1er novembre 54 tirée, il fallait bien assurer la distribution d'Iri-Limoula, du moins le transport d'Iri-Limoula à la capitale. Nous avons retrouvé la personne chargée de cette mission. C'est M. Benchaba qui nous en relate les péripéties. Un jeune homme de plus de 80 ans qui nous a accueillis à Tizin Plata et qui a évoqué pour nous ces nuits incroyables pour lui du 27 octobre notamment, où il accompagnait l'Aïchaoui, le journaliste qui a tapé la déclaration du 1er novembre 54. Voilà, on va écouter donc Mohamed Akli Benchaba.
حوار. Nous sommes à Tizin Tleta, donc en agréable compagnie, puisque nous avons l'honneur et le privilège d'être avec monsieur Mohamed Akli Ben Chaba. Mohamed Akli Ben Chaba, donc dans l'histoire a retenu qu'il a été le premier à avoir transporté la valise de la proclamation du 1er novembre à Alger, à la veille donc du déclenchement de la lutte de libération nationale. Merci de nous recevoir, monsieur Ben Chaba. Eh ben oui, alors le CRIA a décidé d'organiser lui-même la révolution. Donc pour cela, il fallait la proclamation du 1er novembre pour s'adresser d'abord au peuple français et ensuite au peuple algérien pour dire voilà ce que nous allons faire. Alors il a été rédigé par Bodiaf Ben Mehdi et Didouche Mourad, rédigé et ensuite ils l'ont remise à Karim Belkacem. Ils l'ont chargé de faire le travail. Comme nous, ici, nous ne savions pas nous servir de la réunion, ils ont fait venir un journaliste qui s'appelle Laïchaoui Mohamed, un shahid Allah yarhamou. Ils lui ont envoyé Qassi Abdullah Mukhtar pour lui dire que quelqu'un t'attend dehors. Mais on lui a dit qu'il ne faut pas lui dire que c'est Ouamran. On lui a dit qu'il faut lui dire que c'est Didouche Mourad qui t'attend. Et quand il est arrivé sur place, il a trouvé Ouamran. Je ne sais pas comment il a fait. Il l'a mis dans une voiture, direction Tizi Ouzou. Il arrive à Tizi Ouzou, il l'a mis à l'aise, parce qu'il était un peu, disons, effrayé, si on veut. Alors il lui a dit, bon, ne t'inquiète pas, on a juste un petit travail à faire, tu vas le faire, et puis on va te laisser retourner à la maison. Là, à Tizi Ouzou, il a trouvé Zamou Mali avec Mohamed Saad. Ils l'ont accompagné. Ils sont passés par la route de Matra, sur le Tnil, et est arrivé à Ita Abdelmoumen. Là, ils ont continué à pied. Tout en marchant, il leur posait des questions. Comment s'appelle ce village? Comment s'appelle tel village? On a compris, c'était en cas d'arrestation pour éviter les tortures. Et ils voulaient dire la vérité pour échapper aux tortures. Mais ils lui ont donné de faux noms. Il arrive à Ita Abdelmoumen, ils font peut-être les 3 km, 4 km qui nous séparent qui séparent Ita Abdelmoumen d'Iri-les-Moulins, ils les ont fait à pied. Il arrive à Iri-les-Moulins, ils le mettent dans une maison, justement la première maison qu'ils ont rencontrée, c'est une maison d'un élément du 1er novembre. Ils l'ont laissé se reposer là en attendant la tombée de la nuit. À la tombée de la nuit, Ali Zamoum est retourné avec Halish Hossein. Ils sont arrivés dans la maison de Ben Ramdan et Omar. Ils ont essayé de commencer le tirage, mais à la lumière d'une bougie, Laïchaoui a dit que Ali, si tu peux nous trouver un autre local. La lumière ne suffit pas. Il est allé voir Idi Rabah, la seule maison d'un élément du 1er novembre qui avait de l'électricité à l'époque. Alors il lui demande si tu peux nous donner un petit local. Oui, il a dit à son frère, monte au premier étage pour leur ouvrir telle chambre. De passage, quand Ali est passé, il m'a trouvé sur une place comme ça, juste devant la maison du Rabat. Il m'a dit, viens, j'ai besoin de toi. Je l'ai laissé faire quelques pas de plus comme ça, je l'ai suivi. On arrive à la porte de la maison d'Idi Rabah. Cette maison avait 2 portes, est et ouest. On a fait le tour et on est rentré par la porte côté ouest. On monte au premier étage, on trouve Laïchaoui et Idi Amar, le frère de Rabah. Mais Idi Amar était un homme illettré, donc il ne savait pas ce qu'on allait faire ou ce qu'on n'a fait, rien. Alors Ali leur a dit, voilà le bonhomme qui va travailler avec vous.
Alors il a demandé à l'Aïchaoui, est-ce qu'il y a quelque chose, tu as besoin de quelque chose? Il m'a dit non, des cigarettes seulement. Il est descendu en bas, dans l'épicerie de Rabat, parce qu'au rez-de-chaussée, c'est une épicerie. Il lui ramène 2 paquets de cigarettes. Il dit voilà, c'est tout, c'est tout. Alors il a commencé, il a fait le stencil d'abord. Après avoir fini le stencil, il a monté sur la Ronio, il a versé de l'encre, et puis il a commencé lui-même à tirer, parce que c'est une Ronio manuelle. Il a commencé 3, 4 ou 5 tracts, il les a jetés. C'était pas bien écrit parce que l'encre ne s'était pas propagée dans la Ronio. Et ensuite, on avait de très bons tracts. Alors on se relayait toute la nuit à tour de rôle, tous les 3 à tour de rôle, jusqu'aux environs de 3 heures comme ça. Alors, on avait fini. Alors, il m'a dit qu'il faut, Ali m'a dit qu'il faut remplir, il y avait une valise à côté, il m'a dit qu'il faut remplir cette valise. Et le reste, vous faites un tas pour les distribuer dans les environs. Et on a travaillé, on a rempli la valise, on a fait un tas à côté. Ali est revenu vers 3 heures. Alors il m'a dit où en est le travail? Je lui ai dit ben voilà, la valise est pleine, on l'a mise de côté, un tas à côté. Alors on est descendu dans la petite cour, il y avait une petite cour au rez-de-chaussée. Il m'a dit ben voilà, tu vas partir à Alger. Il a commencé à me dire ce que j'allais faire à Alger. Mais j'ai réfléchi, il dit, on a mis beaucoup de temps pour faire ce travail, donc en principe il fait jour. Je regarde ma montre, il était 3h10. Alors je lui dis, allez, je ne peux pas aller vers... Après, il y avait le car devait passer des Ouadia à partir à 4h. Je ne peux pas arriver. 4h du matin. Il a regardé sa montre pour voir si ce n'est pas ma montre qui a avancé. Il me dit, oui, tu ne peux pas. Donc tu vas partir l'après-midi. Je lui ai dit oui. Alors l'après-midi, j'amène... Du 29 octobre du 28. Du 28 octobre. Alors, je prends ma valise, j'arrive ici à Tizinkreta, il m'a aussi donné un courrier. J'arrive ici, j'attends le car qui passe à 1h, je monte dans le car, la valise je l'ai laissée juste derrière le chauffeur, et moi je suis allé au fond, je me suis installé sur la banquette arrière. Avant de m'asseoir, j'ai déchiré la banquette, j'ai mis le courrier dedans et je suis parti. J'arrive à Alger, à l'époque il n'y avait pas de gare routière, je regarde, il n'y avait rien de spécial du côté policier. Moi, je descends, je prends la valise avec moi, le courrier bien sûr, je l'ai mis dans la poche, quelques dizaines de mètres de là, je trouve un taxi. Parce qu'Ali m'a donné l'ordre, il m'a dit qu'il faut prendre un taxi, il ne faut pas partir à pied. J'arrive à l'adresse indiquée, à Bedcourt, je trouve, c'est un café. Alors je trouve 3 jeunes, juste devant le café. J'ai demandé le nom qu'Ali m'a donné, je ne me souviens plus. Ils me disent que tel bonhomme est ici. Et c'était celui qui était encore dans le café, le rideau en moitié baissé. Alors, ils l'ont appelé, il regarde en dessous le rideau, il me dit, ah, c'est toi, il a vu la valise à côté de moi. Je lui ai dit, oui, c'est moi. Et pourquoi tu n'arrives qu'à 7 heures, c'est pourquoi? Je lui ai dit, bon, on n'a pas fini le travail, c'est maintenant qu'on a fini. Bon, je lui ai donné la valise, il l'a vidée, il m'a rendu le vide, bien sûr. Et Ali m'a dit, en revenant, tu achètes d'autres tracts vierges de papier blanc. Le lendemain matin, je passe à la librairie papeterie nord-africaine. Je trouve juste la place de Chartres. J'achète ce que j'ai trouvé, parce que je n'ai pas trouvé la quantité qu'il m'a dit, à peu près la moitié, et je reviens à Iririmura. À part ceux qui l'ont lu au moment où il était dans le brouillon, je peux dire que je suis le premier à lire cette déclaration. Voilà, vous en avez pensé quoi? Ah ouais, à vous qui êtes appelés à nous juger, qu'est-ce qu'il y a à passer de plus? Voilà, on a vu ce jour-là, pour nous, c'était l'indépendance qui s'approche. يحيى الحزب الشعبي السالم مثال الفداء الوطنية
Vous étiez marié, vous aviez des J'ai enfants. oublié, non, Vous aviez quel âge? J'ai laissé une fille, encore une fille que j'attendais, parce qu'elle est née quelques mois plus tard. Quand vous vous êtes préparé cette fameuse nuit du 31, vous avez rassemblé quelques affaires, peut-être un peu de nourriture. Votre femme vous avez regardé faire? Non, je l'ai envoyé chez ses parents. Il était jeune encore. Alors, je lui ai dit, tu vas passer la nuit chez tes parents. Il s'est avéré que son frère aussi était l'un des membres des 19. Et justement, il arrive à la maison, même son frère n'est pas là. Mais il ne savait pas pourquoi. Ce n'est que le lendemain que tout le monde parlait de ça. Il y a eu un attentat, il y a eu telle chose. Alors c'est pour ça qu'il est parti. Voilà. Mais elle a deviné que vous aviez à voir avec ces attentats? Ah, c'est sûr, mais puisque je suis parti. Non. Elle aussi, elle a fait la révolution. Mais les débuts, elle ne savait pas ce que c'est. Par exemple, la poudre, pour préparer la poudre. Je vais ramener du charbon, qui est écrasé toute la nuit, ferme la porte avec toute cette poussière noire et tout ça. Mais elle ne savait pas ce que c'est. Et ensuite, parce qu'elle a essayé les petits moulins de la maison, mais ça ne passait pas. C'est des morceaux de bûche, si on veut. Ça ne passait pas entre les meules. Alors, elle a fait ça, mais puis quand elle fait un petit tas comme ça, c'est héros. Monsieur Benchaba, si vous aviez le dernier mot, votre dernier mot, ce serait quoi? Ce que nous ont laissé, ceux qui ne sont plus revenus, il faut, c'est Amana qui met ce mot, Amana. Il faut que ces jeunes, cette génération, il faut qu'ils s'occupent de ça, il faut qu'ils essayent de travailler. Il faut ceux qui nous ont laissé la manade, ils sont morts. C'est à ceux qui restent maintenant, aux jeunes, de travailler pour construire ce pays. Il ne faut pas qu'on regarde les Français ce qu'ils font, les Américains ce qu'ils font. Il faut qu'on essaye de faire quelque chose. نكونين فاغذي مجوها السمانة غير في اللقن يا تمخرن تمشهورن صحابة عزيزا ديك سنة تمزيات ولي أراش نغاك حزنا تردو السردن بطينو يا ذي حني أيام ما نبير زمزم ورا كون ديهم من ترد تميوخ قني أو الدانا ذا سنين يا أيام من الزيريوية. Au mois de novembre, Rachida Mansef, nous avons eu aussi le plaisir de nous déplacer entre Constantine et Djidjel à la rencontre de M. Azdine Bounmer. M. Azdine Bounmer, sous la protection de nombreux maquisards, a pris le maquis dans le Constantinois, en Wilaya 2, dès l'âge de 14 ans. On l'entend égrener ses souvenirs. Fashhadou, le best-of. Nous sommes à Bni Haroun, entre Djidjel et Constantine, chez M. Azdine Bounmer, dans sa ferme agricole. Bonjour, Monsieur Bounmer. Bonjour. Très jeune, Bounjahed à l'époque de notre guerre de libération nationale. On y reviendra évidemment puisque c'est le sujet. Mais vous êtes auteur de plusieurs romans liés à cette période, la période de la guerre de libération nationale. Et je cite entre autres Les bandits de l'Atlas, Les lions de la nuit, L'Atlas en feu, tous édités chez Gallimard. Et quant au quatrième, cette guerre qui ne dit pas son nom, a été en fait source de rupture avec votre éditeur. Et il reste inédit ou l'avez-vous édité entre-temps? J'ai édité deux romans chez l'Harmattan. Chez l'Harmattan. Dont celui-là? Le dernier, celui que personne n'en veut, il est toujours chez moi. C'est-à-dire que cette guerre qui ne dit pas son nom est toujours à votre niveau. Voilà. Concernant donc ce livre-là, pourquoi votre éditeur parisien, qui avait accepté quand même les 3 premiers, pourquoi il a émis des réserves sur le 4e? Ça a commencé comme ça, parce que dans mon roman, il y avait le nom de Soustelle. Et comme il y a eu une amnistie générale, donc on ne pouvait pas nommer des individus qui ont été à la source de massacres du peuple algérien.
Donc ils veulent se protéger et la loi est pour eux. La loi les autorise à se défendre et ils ont toujours gain de cause. Donc on m'a dit chez Gallimard, Soustelle, il va nous attaquer en justice, bien sûr, et comme il est comme ça, hein, on ne peut pas garder son nom. Bon, c'était pas facile quand il s'agit d'un individu. Alors j'ai mis le gouverneur général. Donc tout le monde sait qu'il peut... Oui, mais c'est inattaquable après. Oui, c'est ça. Donc on a trouvé cette solution pour cette raison. Mais pour les autres, ça dénonçait le colonialisme et tout ce qu'il a fait en Algérie, les viols, tout ça. Et donc c'était pas possible. Tu vois, ils n'ont pas pu le digérer. Et ils m'ont dit, nous n'allons pas vous servir de tribune pour nous insulter. Et donc, vous n'irez jamais plus au prix, si vous ne changez pas de thème et de sujet. Voilà. Alors que vous aviez, pour le premier ou le deuxième livre... Les bandits, c'était bien, puisque c'était les Algériens. Les bandits entre eux, les bandits dans la société algérienne, les bandits face aux caïds, les bandits face... Monsieur Azdine Bounmer, alors quand j'ai dit initialement Jeune Moudjahed, effectivement, c'est parce que vous avez... côtoyer les maquisards dès l'âge de 10 ans. Oui, parce qu'ils sont venus chez nous, je vous ai dit, c'est le 25 décembre 55. Ils voulaient traverser l'Oued, et donc ils sont venus chez nous. Ils sont restés plusieurs jours, et juste avant la fin de l'année, donc ils ont traversé l'Oued. C'est là où ils ont perdu un homme, et c'est là où je dis qu'ils n'ont pas regretté l'homme, ils ont regretté le fusil qui a été emporté par l'eau. Voilà. C'est ça. Les armes étaient... Et voilà, bien, surtout pour ceux de chez nous, puisqu'il n'y a ni réserve ni rien. Il fallait se trouver des armes coûte que coûte, et personnellement, alors ils exigeaient non seulement des armes, pour les futurs combattants qui venaient comme ça, qui voulaient s'engager, ils exigeaient d'eux de l'argent et le fusil. Et une action pour prouver qu'ils avaient rompu avec le colonialisme. Et moi, je connais un d'Elmilia, il a vendu sa terre. Pour 250 000 francs de l'époque, il a vendu sa terre, il a donné l'argent, il a ramené le fusil. Et après, il a eu des problèmes parce qu'il est allé en Tunisie avec la compagnie d'Elmilia. Et c'était à l'époque où moi, je me rendais à Tunis, donc fin 57. Alors, on s'est retrouvés, là-bas, 2 compagnies de la Wilaya 4, 2 compagnies de la Wilaya 3, 2 compagnies de la Wilaya 2, donc une de Mila et une d'Elmilia, plus nous, il y avait Chandarli et moi et un Kabyle. Alors on s'est retrouvés du côté de Annaba sans pouvoir franchir la ligne Maurice et avec la grippe asiatique à l'époque. C'était bien tombé. Sur notre compagnie, il y avait 172 personnes. On était 3 à nous pouvoir tenir debout. Tous les autres étaient... Et donc les soldats venaient, ils les ramassaient comme des trucs, comme des planches. Ouais, ils les mettaient dans les camions. Mais je me rappelle, on n'avait pas mangé... 1957. Fin 57, novembre, décembre. Vous aviez 14 ans. Voilà, même pas 12 ans, 13 ans, même pas. Voilà. Et donc, ce jour-là, on avait envoyé un combattant pour aller nous récupérer de la galette dans un douar, et il est arrivé avec une mule et 2 sacs de galettes. Donc nous, dès qu'on a vu la galette, on a souri, on était heureux de pouvoir manger. 7 jours, je ne sais pas combien, on n'avait pas mangé. Et les soldats riaient, ils étaient en face, et ils riaient, ils avaient la pièce installée comme ça. Et quand la mule nous a approchés, alors lui s'est mis à tirer. Il a tué le convoyeur, là, et il a abattu la mule, et il riait, tu vois, parce qu'il nous disait, la prochaine fois, c'est votre tour. Et puis, je vous ai bien eu. Et je vous ai bien eu, voilà, exactement. Alors nous, on fuyait en regardant la galette et le mulet. Tu vois, le visage tourné vers l'arrière. Plusieurs jours après, on avait toujours faim. Et puis, à un bivouac, là, je me suis endormi, j'ai rêvé, il y avait ma mère qui faisait de la galette, tu vois, la grosse galette, oui. Comme ça, alors elle me dit, ça y est, c'est prêt, c'est presque prêt. Puis il y a
l'adjoint du chef de compagnie qui vient, il me dit, Azdine, et alors il me donne un bout de galette comme ça. Je lui ai dit, t'aurais dû me laisser, j'étais avec une comme ça. Et c'est ma mère qui Et en plus, Allah est vrai. Dans le rêve. Dans le rêve, oui. Oui, dans le rêve, mais le rêve pour moi, était meilleur que la pour moi, réalité. c'était concret, c'était, j'attendais la galette de ma mère. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, tout le groupe s'est réuni. Ils ont pris leurs petits morceaux, ils l'ont mis dans un mouchoir, ils me les ont offerts, ils m'ont dit, si mourir pour mourir, nous on meurt et toi tu vis. Et ils m'ont offert la galette. Et après, c'était l'histoire de Chandarli, parce que on devait quitter la wilaya 2, à partir de Bnesbeh, là, ensemble. Et puis, Chandarli avait oublié ses pellicules du côté de Badarbi et Mchat. Donc il est allé le chercher et la compagnie de Taher passait par là. Et donc Rouibah m'a dit, écoute, tu ne l'attends pas, vaut mieux partir avec cette compagnie. Et il a pris le chef de compagnie, lui a dit, ben tiens, celui-là, tu l'emmènes avec toi à Tunis. Et il lui a dit, tu te comportes avec lui comme la prunelle de tes yeux. Sinon, il t'arrive des choses comme ça. Donc, c'est Rouibah de Gijel. Le Rouibah de Gijel, exactement. Alors le monsieur, quand il m'a vu comme ça, jeune, tout, il s'est dit, voilà, mon autre poids qui va me coller. Et quand il m'a vu dans la vie réelle, là, je suis repassé tout le monde. Donc, Vous êtes devenus camarades. Voilà, il était heureux de m'avoir dans ce truc. Et quand on est arrivé à Ouara, il y a eu la grippe asiatique. Chandarli est arrivé aussi derrière nous. Et il est allé chez le responsable de la zone. À l'époque, c'était Boudarbala. Après Ben Aouda, c'était Boudarbala qui a pris la succession. Boudarbala, moi j'ai vécu avec lui, donc je le connaissais très bien, il m'aimait beaucoup. Donc il a dit, Chandarli lui a dit, il est dans la compagnie de Taher, il paraît qu'elle est par là, est-ce qu'on ne peut pas l'emmener avec nous? Vaut mieux. Et donc il a délégué quelqu'un pour venir me chercher. Donc moi, quand je suis arrivé dans ma compagnie, ils ont compris que s'ils étaient venus me chercher, c'est que je représentais quelque chose et que j'avais quelqu'un à Tunis qui pouvait les aider et résoudre leurs problèmes. Alors ils m'ont dit, nous ne vous laisserons partir que si vous nous promettez d'intervenir auprès des dirigeants à Tunis, puisque tu vas là-bas, qu'ils envoient un bataillon, quelque chose, pour créer une brèche importante pour qu'on puisse passer. Oui. Et alors je leur ai promis le truc, et bon, donc on est parti avec Chandarli, mais l'affaire était trop corsée, si vous voulez, ça ne pouvait pas se passer facilement. Donc il n'y avait plus de cisaille capable de couper la ligne électrifiée, parce qu'avant il y avait des barbelés. Oui, les barbelés. Il y avait non, mais l'électrification a été augmentée d'une façon vertigineuse. Quand je suis arrivé, elle était à 3000. Ils l'ont montée à 13 000 quand nous, on est arrivé là-bas. Et donc, aucune pince ne pouvait... 13 000 volts. 13 000 volts. On pouvait couper à l'époque. Et donc, on est resté à rôder on a commencé par Bouchegouf. On s'est arrêté à Bouchegouf la nuit, et puis le matin, en se réveillant, il y avait un bonhomme là-bas. On lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, moi je suis charbonnier. Donc il brûlait du bois pour fabriquer du charbon. Alors je lui ai dit, mais si tu habites à Bouchegouf, c'est tout près, donc tu peux nous apporter à manger. Alors il a dit, ah non, mais les militaires après... En fait, c'était un agent des militaires. Quand il allumait son four, ça veut dire les Fellagassar-là, ils vont traverser cette nuit. Et comme ils avaient des jumelles à infrarouge, déjà à l'époque, donc ils voyaient la petite fumée qui montait, donc ils savaient que... Et ils nous ont dressé l'embuscade. Ils ont fait venir la drésine là, sur les rails, ils l'ont posté devant chez nous, ils ont installé les mitrailleuses, tout. Et à 7 heures du soir, quand le guide nous a dit « allons-y », moi, on m'a collé juste derrière le guide. Le chef de compagnie m'a dit, tu sais, tu es agile, tu peux arriver, colle-toi derrière lui, dès qu'il y a la brèche, tu cours jusqu'à Tunis, tu arriveras. Mais la mission était biaisée puisque les militaires savaient. Alors, on est allé là-bas, et le guide aussi il y avait quelque chose, parce qu'il portait une cachabia presque blanche, avec des rayures grises.
Tu vois, ça se voyait la nuit comme des trucs. Donc, et il n'a pas été tué parce que c'est le premier qui est là. Il est arrivé presque devant les mitrailleuses et il s'en est tiré habilement. Voilà. Alors donc ils nous ont bombardés, on s'est enfui, on a perdu 42 moudjahidines et tout. Et on a rôdé là, tu vois, on faisait des allers-retours entre Boucheggouf et Ain Baïda par exemple. Toutes les nuits, on faisait 14 heures de course. On courait pour fausser compagnie aux légionnaires qui nous poursuivaient. Tu vois, mais ils n'avaient pas achevé les lignes. Donc leur course était approximative comme ça. Parce qu'après ils l'ont perfectionné et après c'est tout, ils te collaient aux trousses. Hein, c'était fini. Ils avaient l'équipement, ils avaient le personnel, ils avaient les hélicoptères, ils avaient tout. Donc en 58, pratiquement plus personne ne franchissait la ligne Maurice. Et déjà nous on était là, on ne pouvait pas passer. On s'est retrouvés 2700, presque 3000, au long de la frontière, sans pouvoir bouger. On est remonté vers Soukharas et Tébessa, et ceux de la wilaya 1 nous ont empêchés. Ils ont dit, vous retournez dans votre wilaya. On ne veut pas de vous ici. Et eux avaient le tchouich à l'époque, donc ils se battaient entre eux. Tu vois, ils s'entretuaient. Et il y avait un bataillon. Après la disparition de Ben Boulaye. Oui, non, mais ça c'est en 57, c'est 58 là, 59 décembre, voilà. Et donc, ils nous ont empêchés, et il y avait un bataillon qui venait se cacher entre nous et les Kabyles. Et on se disait, mais comment, chez lui, ils ont choisi de venir se cacher chez nous. Ils nous ont dit, non, c'est une opération qui est montée quelque part, et qui nous vise. Donc c'est pour ça qu'on est venu se cacher. Après on s'est aperçu, ils leur ont foncé dessus, hein, et ils ont exterminé la majorité de ce bataillon-là. Voilà. Et donc Chenderli avait décidé, il m'a dit ce n'est plus possible comme ça, on va essayer de remonter vers Alouette, et puis après passer par la Libye, là où il n'y a pas de ligne Maurice, là où elle s'arrêtait. Et en remontant vers Tébessa, on est tombé sur un groupe de jeunes qui partaient en Tunisie, ils étaient 12, et ils avaient une mission, ils transportaient des lettres, des trucs, des rapports. Alors Chenderli leur a dit, écoutez, puisque vous allez à Tunis, nous aussi, pourquoi vous ne nous emmenez pas avec vous? Alors ils lui ont dit, non, nous on a une mission spéciale, l'état-major, tout ça, pas possible. Il leur a dit, mais je peux vous filmer. Et c'est là où ça a fait tic dans leur tête. Il lui dit, filmer comment? Il lui dit, tu sais, tu sortiras comme là, les films américains, à cheval, tout ça, le fusil. Il leur a fait son cinéma. Voilà, son cinéma. Et puis il est parti. 3 jours après, le type revient. Il lui dit, quoi? Tu dis, tu filmes? Oui. Ah, tu peux nous filmer? Il lui dit, oui. Alors, il me dit, tu sais comment faire? Alors, je lui dis, oui. Mais je lui dis, mais on n'a pas de pellicule. Il me dit, tais-toi, espèce de... Tais-toi, ils vont pas nous emmener avec eux. Et donc on les a filmés comme ça, sans pellicule. Voilà. Et vous avez pu passer. Lève le fusil, le drapeau, tout ça, oui, ils ont fait. Et vous avez pu passer. Et eux savaient comment franchir la ligne, parce qu'eux étaient de la région. Ils savaient qu'aux premières pluies, il se formait des torrents, puisque c'est des terres labourées. Et donc tout était canalisé vers ces torrents-là. Toute l'eau, tu vois, est pompée vers ces torrents. Et il y avait les petits ponts de chemin de fer. Comme ils étaient étroits, donc le oued emportait tout, les mines, toutes les barbelés, tout ça, et il se frayait un chemin. Donc c'est vers là. Alors on est rentré en dessous à 7h30 de l'après-midi, parce qu'il fallait choisir le jour même des crues, le jour. Parce que sinon, le lendemain, les Français seraient venus, ils auraient réinstallé tout ce qu'il faut. Le jour. Donc, à partir de 7h30 de l'après-midi, on est passé en dessous, et j'ai couru jusqu'à 5h, jusqu'à 5h du matin, j'ai vu la lumière de la garde nationale tunisienne. Monsieur Asdine Bounmer, c'est fabuleux. Passionnant. C'est fabuleux, mais bon, malheureusement, le temps nous est compté. Et on aimerait aussi que vous nous racontiez une grande figure quand même de la Wilaya 2 qui est Zilout Youssef, que vous avez côtoyé. Voilà, si vous pouviez nous évoquer... Je vais terminer juste un petit peu sur l'arrivée donc à Tajerouine. Ils nous ont installés dans une écurie, parce que
ils prétendaient, les Tunisiens l'ont imposé, ils prétendaient pour que la France ne dise pas c'est un camp des Algériens. Hein. Donc on était dans une écurie et Chanderly est allé dans le village chercher à manger. Alors tout ce qu'il a trouvé dans l'épicerie, c'était 14 tablettes de chocolat. Et il les a pris, il les a ramenées et il m'a dit je retourne, le café va ouvrir et ils vont nous donner du lait et du pain ou bien des... Alors il est retourné, puis il est revenu après avec des croissants et il m'a dit, il a trouvé que des papiers, tu vois, parce que le chocolat, je l'ai englouti, je l'ai englouti. Alors quand il est revenu, il me dit, mais où est passé? Je lui ai dit quoi? Je sais pas. Les 14 tablettes. Et voilà. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, donc on a téléphoné parce que chaque individu doit aller dans le casernement de sa wilaya. Donc, moi, c'était la wilaya 2 avec Chanderly. Donc, on a été au truc de la wilaya 2. Ils ont appelé Tunis en lui disant, voilà, il y a un Asdin qui est là, il y a Chanderly. Et Ibn Tobral nous a donné rendez-vous à Hammamlif, la base de la wilaya 2. Et c'est de là qu'il nous a pris. Alors je lui ai raconté l'histoire des Jounoutes qui m'avaient imposé de transmettre leurs doléances. Oui. Et le lendemain, le surlendemain, il a convoqué Krim, Amran, il y avait Ali Café à l'époque, il était là-bas, il y avait Bamba Atoche avec nous. Et puis ils m'ont emmené là-bas, ils m'ont dit, raconte-leur ce que tu as vu à l'intérieur du pays. Voilà. Alors j'aurais dit par où je commence, ils m'ont dit tu racontes tout, depuis Alger, depuis le truc, voilà, et j'ai commencé à raconter. Donc au début, Krim et Amran étaient un peu, ça ne leur a pas plu, ils se sont dit un gamin, il va nous faire l'histoire, il va nous raconter quelque chose, ou bien c'est peut-être une provocation des Arabes, puisque il y avait Bambatoche, Ali Kafi, donc et que j'ai commencé à raconter, et c'est là où la bobine s'est formé et tu vois, il n'y avait plus de doute. Et donc, je leur ai dit, ils vous ont demandé d'envoyer un bataillon pour qu'il ouvre une brèche entre Bouchegouf et Tébessa, qui fasse beaucoup de bruit pour qu'on puisse les entendre et rejoindre l'endroit et on profitera de leur entrée pour ressortir, pour quitter le territoire. Effectivement, Krim, au bout de 15 jours, je crois, il a envoyé un bataillon, mais le bataillon, la source a été donnée aux Français tout de suite, et donc qui ont suivi le bataillon, et ils l'ont décimé dans la nuit, parce que les gens du bataillon n'ont même pas mis de garde, en prétextant qu'ils étaient trop fatigués. Voilà. Alors ils les ont décimés, le bataillon de Krim. Tout le bataillon de Krim. Sur territoire tunisien. Sur le territoire algérien. Puisqu'ils étaient Donc il a envoyé de la wilaya 3. Non, de l'Hudud. Ils étaient basés à... Mais ils ont été vendus en Algérie. Il y a un no man's land entre nous et la Tunisie qui appartient au territoire... qui appartient au territoire algérien. Mais zone interdite. Et personne ne circule là-dedans, tout le monde est tué. Et donc le bataillon a quitté le territoire tunisien, en pénétrant dans le territoire algérien, mais toujours dans le no man's land, avant les barbelés. Il y a 30 kilomètres, je crois, entre eux. Ça dépend. Il y a 60, 30, 20, 15, ça dépend le terrain. Et donc ils ont été décimés sur le territoire algérien. Parce que les paras savaient tout, donc ils sont venus parachuter, et ils les ont décimés. Voilà. Et le problème, c'est que les nôtres ont entendu les bruits, les coups de feu, tout ça, les trucs. Ils sont venus et ils les ont décimés aussi. Ouais. Alors ceux qui ont survécu sont revenus de là-bas avec Amirouche, par exemple, quand il a réussi à pénétrer. Il leur a promis de les emmener avec lui et de leur donner un fusil arrivé là. Parce que lui, il rentrait avec 3 fusils. Donc chaque soldat, chaque membre de la LN portait le fardeau de 3 fusils, les munitions et le barda. Et donc ils étaient soulagés de trouver quelqu'un pour porter. Et quand ils sont arrivés là, il leur a dit « Ah non, les fusils c'est pour moi, vous
Allez chercher les fusils en Tunisie, si vous êtes capable. Et donc, ça a été vraiment terrible. L'époque, et depuis, ça s'est coupé, donc... il y a eu les grandes batailles où Sultan al-Arab avait participé, les gens de la Wilaya 1 avaient participé, c'est ce qu'on a appelé la bataille des frontières, qui a duré 10 ou 12 jours, hein, où ils se sont battus comme des lions. Voilà Rachida Mansof, il ne nous reste plus qu'à souhaiter à nos amis auditrices et auditeurs une bonne fin d'année 2014, que tous vos vœux pour 2015 se réalisent. Au revoir, à la semaine prochaine. La dernière minute. Des centaines de soldats avaient pris d'assaut nos gourbis. Partout on entendait courir, pleurer, crier. Puis ils nous obligèrent à nous rendre sur une petite place du village. Une femme, malade du cancer, alitée depuis 5 mois, fut elle aussi contrainte de s'y traîner. Là, les militaires nous groupèrent, d'un côté les hommes et de l'autre les femmes. Ils amenèrent alors entre les deux groupes Oukerine Lounès, vieillard de 75 ans, le déshabillèrent devant nous tous et le firent danser tout nu sous la menace de leurs armes. À ce moment, ils nous intimèrent l'ordre d'applaudir, de marquer la mesure et de crier « Vive la France !» Par pudeur, les femmes voulurent se cacher le visage à l'aide de leur foulard, mais on le leur arracha. Puis ils amenèrent Merraf Ahmed Ben Rizqi, 28 ans, le rouèrent de coups et l'obligèrent à crier « Abba Messali, vive la France !» Smaïli Ali Ben Mohammed, 65 ans, fut aussi battu, torse nu. Puis ils passèrent à Oukrine Mohamed Saïd, qu'ils rouèrent de coups à son tour. Après cela, ils sont partis en emmenant 4 jeunes du village. ذاك ذو